Bon, ben bonjour, moi c'est Mathieu Marano. Je vous ai parlé depuis le début de la soirée en tant qu'administrateur de Final Cut Montréal et maintenant, j'amène mon chapeau de monteur online. Monteur online, ben, ça fait un petit bout que je travaille en tant que monteur. Je travaille sur des séries de sport, présentement de la série documentaire. Ça, présentement, je suis en train de faire justement une série documentaire pour Télé-Québec, tournée en DVC Pro HD, livrée. C'est une des premières séries livrées en HDK MSR à Télé-Québec. On est en train de signaler les formats et les spécifications. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe une fois que le montage est fait, que le contenu est fait. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le contenu est seté jusqu'à la livraison au diffuseur sur Final Cut. Je ne toucherai pas à Color aujourd'hui. On va servir des outils de Final Cut puis on va s'amuser pas mal. Il y a beaucoup de choses que je vais dire aujourd'hui qui sont vraies pour Final Cut Pro 6 et qui ne le sont pas pour Final Cut Pro 5. Alors, ceux qui n'ont pas mis leur logiciel à jour, peut-être qu'ils ne pourront pas tout faire, mais j'essaie de le mentionner lorsque c'est le cas. Donc, pourquoi on fait un offline et pourquoi on fait un online? Pourquoi on ne numérise pas tout comme c'est jusqu'à la fin? Ça a commencé parce qu'au début, on avait beaucoup de stock et les disques durs coûtaient très cher. Juste pour vous dire, en 1997, un Maxter à tapis, 7 GB, ça coûtait 800 $. Il y a les coûts des stations de montage aussi, qui étaient assez élevés. Là-dessus, il y avait les cartes d'acquisition, les disques SCSI pour rouler de la vidéo. Dans ce temps-là, c'est ça que ça prenait. Les magnétoscopes qui valaient une hypothèque ou deux. À cause de ça, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça, ça a donné des salles online et des salles offline. Ça a donné vraiment deux départements. Qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à ça? Les disques durs coûtaient cher. On dit, bon, ben, on va prendre notre vidéo, on va le compresser plus, jusqu'à 20 pour 1, puis on va baisser la résolution, on va monter en 320 par 240 notre contenu. C'est assez pour comprendre les propos, pour voir qu'est-ce qui se passe. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a spécialisé les stations. On a eu des ingest stations, une station où il y avait tout le matériel dedans pour numériser, des stations offline dans lesquelles il n'y avait pas de carte de capture. Donc, on sauvait de l'argent là-dessus. Et on sauvait sur les disques parce que les médias qui étaient numérisés, c'était des médias offline, donc plus compressés, avec moins de résolution, prenaient moins de place. Et on avait la station online sur laquelle on pouvait rouler les médias non compressés ou peu compressés pour faire notre master. Donc, ce que je viens de dire, c'est ça. On avait l'ingestation pour la numérisation, la station offline pour le montage du contenu, les choix éditoriaux, et la station online pour faire le travail de l'image, pour faire les choix techniques par rapport à cette image et faire l'intégration de l'habillage graphique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on peut s'offrir un RAID d'1 Teraoctet en FireWire 800 à 500 $. Donc, le paradigme a changé un peu. On peut avoir une carte d'acquisition HD pour 1000 $, une caméra HD pour 5000 $. Puis ici, j'essaie de rester dans le broadcast, on s'en va à télé. Donc, comme on a vu tantôt avec René, je ne parle pas d'AVC HD, je ne parle pas des petites caméras HDV. Aussi, on peut un Mac pour éditer du HD. Présentement, les iMac Dual Core, tu peux éditer du DVC Pro HD dessus sans problème, là. Moi, sur la série qu'on travaille en ce moment, on numérise notre DVC Pro HD avec un MacBook noir comme ça, sans problème. Et puis, il y a Final Cut Studio 2 qui coûte 1500 $, comparé à une licence d'édit qui, il y a quelques années, coûtait 30 000 $. Il y a une bonne différence. Donc, l'online, en quoi ça consiste maintenant sur Final Cut Pro 6? Si on a quand même fait un offline, parce qu'il y a des productions qui roulent beaucoup, il y a qui ont beaucoup de matériel, qui montent beaucoup de trucs en peu de temps, et bon, la multiplication des stations de montage qu'il y aurait besoin, ça engendre des coûts faramineux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des stations plus petites et montent quand même en offline. Donc, ce qu'on peut faire sur notre Final Cut Pro 6 dans notre salle de montage online, on peut renumériser ou reconnecter les médias aux médias en pleine qualité. On fait la colorisation aussi.
Tantôt, Michel nous a montré des solutions comme Scratch, comme Color Finesse, comme Final Touch. Il y a une bonne partie qu'on peut faire dans Final Cut, ce que je vais vous montrer tantôt. Puis Michel aussi nous a montré tantôt, vous expliquer ce que c'est en fait l'étalonnage, la color correction. Faire des corrections entre les caméras, entre les plans, corriger les problèmes de lumière, les problèmes de white balance. Oui, on peut donner un look, créer des effets. Et aussi, la job du online, c'est de faire l'habillage, c'est-à-dire de mettre les supers, mettre les bumpers, les génériques, insérer les animations 2D, 3D qui nous viennent des infographistes qui ont été faites dans Motion, qui ont été faites dans After Effects. Disons qu'on a un monteur offline, un monteur contenu qui s'est assis avec le réalisateur. Le réalisateur a donné un beau plan de montage précis à son monteur. Le monteur a suivi ça, fait un bel habillage là-dessus. Là, il nous amène ça, il nous dit « C'est bon, Mathieu, on est prêt à faire notre online. » Il dit « OK, mais c'est parce que tu as des beaux médias offline à 320, 240 compressés en photo JPEG. Moi, ça ne passe pas en ondes. » Qu'est-ce que je fais? On peut renumériser. Pour aller chercher nos médias de pleine qualité, il y a plusieurs façons de le faire dans Final Cut. Il y a une fonction qui me permet de prendre ma séquence qui est en moins bonne résolution et de l'augmenter comme là, présentement, c'est du 1080 HD. Donc, ce que je fais, c'est je vais chercher mon Media Manager et je peux faire un Create Offline. Ce que ça va faire, ça va garder l'emplacement de mes clips, ça va les déconnecter des médias qui sont sur mon disque dur et ça va faire un nouveau projet dans le format que je veux. Comme là, on voit, il est en DV. Non, moi, j'ai dit, je voudrais faire un projet en DVC Pro HD 1080i ou en HD Uncompressed. Une fois que je fais ça, OK, ça va me créer, je ne le ferai pas, c'est un peu long. Ça va me créer un projet dans lequel je vais avoir tous mes fichiers en offline. Après ça, ce que je peux faire, si j'ai travaillé avec la HVX200, la HVX200, c'est une caméra qui enregistre sur disque dur, donc enregistre directement des fichiers. Disons que je prends ces clips-là et qu'ils sont offline. Reconnect. Bon. Et on voit ici que mes médias, j'ai l'endroit de mes médias. Ici le in, le out, ici le timecode, mais il ne sait pas quel média je veux rattacher à ça. Ce que je peux faire facilement, je right-clique dessus, je dis Reconnect Media, et là je peux aller lui dire mes médias HD sont sur mon RAID, dans la présentation à Mathieu, dans Caro, dans Médias, dans Caro, et voilà, ici j'ai tous mes médias en HD. Puis il est parti d'un offline en DV, il est reconnecté au HD simplement comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire, je vais cliquer dessus, et en bas ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit Capture. Ce que ça va faire, c'est que là, bien sûr, là, c'est de la HVX, fait qu'il m'ouvre cette fenêtre-là. Il va me dire, OK, si tu as bien logué, si l'assistant monteur a bien rentré ses cassettes avec le bon numéro, le bon nom de cassette, il va me dire, oh, ce clip-là, il vient de la cassette numéro 1. Mets la cassette numéro 1 dans ton deck, on va le numériser. Il part, il va numériser le clip numéro 1, qui est sur la cassette de 2 minutes à 3 minutes. Après ça, il va dire, ah, le deuxième il est sur la cassette 4. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il ait tout numérisé. Donc, une fois que c'est fait, moi, je vais juste les reconnecter pour les besoins de la cause. Là, on a nos médias en bonne qualité. Une fois que c'est reconnecté, ce qu'on peut faire. Juste avant ça, je vais vous dire, pour le monde qui travaille, il y a beaucoup. Le DV est très répandu, on s'entend. Si vous voulez faire un offline, si vous voulez juste sortir un projet et que vous n'avez pas que du DV, je vous conseille fortement avec Final Cut Pro 6 de travailler dans une séquence 10 bits uncompressed. Pourquoi? Si je mets du lettrage, en fait, je vais vous montrer, je vais encore switcher d'écran. Ici,
je vais vous montrer, c'est assez visuel. La différence entre, en bas, j'ai une image grossie 400 fois, rendue en uncompress, et en haut, rendue en DV. Il y en a un qui est moins beau que l'autre. Je ne sais pas si on voit bien. Quand même, hein? Oui? OK. Donc, en fait, les rendus dans votre séquence vont se faire dans le format de la séquence. Ce qui est le fun avec Final Cut Pro 6, si je retourne à mon écran de Final Cut, ah, ça passe bien, c'est le fun. Ce que je peux faire, c'est, je prends une séquence 10 bits non compressée et je prends un clip en DV. Mettons, moto rouge. C'est un clip en DV, pas très long. Je le mets dans ma séquence en 10 bits uncompress. Il ne m'en demande aucun rendu. Il l'ouvre sans problème. Donc, si vous faites votre montage en DV, vous pouvez le faire dans une séquence DV. Une fois que votre montage est fini et que vous voulez mettre vos effets dessus, mettre vos titres, vos super, on peut faites un copier-coller dans une séquence uncompress. Puis vous allez avoir un petit peu plus de temps réel et vous allez avoir des rendus beaucoup mieux. Bien sûr, il faut que le disque dur suive, mais moi, chez moi, je roule ça sur un G5 Dual 2.3 avec 2 disques en RAID. Ça fonctionne très bien. Un disque FireWire 800 de bonne qualité va le rouler du uncompress, donc il n'y aurait pas de problème. Donc, c'est ça. Maintenant, on est rendu dans notre séquence avec nos médias de bonne qualité, dans une séquence qui travaille dans un codec de bonne qualité aussi. Pour les besoins de la cause, je vais faire des démos surtout en SD, parce qu'en HD, on ne finirait plus de faire des renders. Donc, on va commencer par l'habillage. L'habillage, bon, qu'est-ce qu'on a? On a des bumpers, on a des super à faire. Ce qui est le fun avec Final Cut Pro 6, c'est que pour faire des super, on peut en faire facilement à l'intérieur. Tout le monde, de base, l'outil de texte est ici, texte. On peut faire, bon là, le fameux sample text qui est par-dessus et quand même qui joue en real time, assez simple. Donc pour l'habillage, c'est un peu ça ça résume un peu la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire aussi, c'est la colorisation. Je vais me concentrer surtout sur un outil aujourd'hui qui est le Three-Way Color Correction de Final Cut, qui est là depuis plusieurs versions et qui fonctionne très bien. Three-Way Color Correction. À quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Qu'est-ce que ça fait le Three-Way Color Correction? J'ai appliqué un Three-Way Color Correction sur mon gradient qu'on voit en haut, qu'on voit dans le milieu. Et si je double-clique dessus, il apparaît dans mon viewer. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ici, le premier slider, c'est mes noirs. Ça monte la luminance de mes noirs ou ça le baisse. Facile. Même chose pour mes blancs ici, puis pour mes gris. Ici, ce que ça fait, c'est que ça va ajuster, ça va jouer dans la couleur de mes blancs. Vous voyez, ça touche à mes blancs, mais très peu. Bien, plus j'y vais, plus ça touche à mes noirs. Ça touche quand même très peu. Même chose pour les noirs. Vous voyez, mes blancs restent quand même blancs, même si j'ai poussé mes noirs dans les jaunes. Outil qui est le fun aussi, si on a vraiment du noir, du gris dans notre image, on peut servir la pipette et dire mes blancs, ici, ça c'est mes blancs. Il va l'ajuster. Il était plus jaune, il l'a ramené dans le blanc. Et mes noirs, faire la même chose. Je dis ça c'est mes noirs, j'aimerais ça les mettre vraiment noirs. Puis il les ramène. C'est sûr que ce n'est pas idéal, c'est un outil automatique, puis c'est jamais parfait. Alors ici, j'ai mon slider de saturation. Bon, je vais changer de clip pour ça. Ici, j'ai mon slider de saturation appliqué sur ma moto. Baisse la saturation, qui monte la saturation. Autre outil, que là, on rentre dans un peu plus avancé, c'est le Limit Effect. Qu'est-ce que ça me permet de faire, le Limit Effect? C'est, bon, le joujou, c'est de faire l'effet qu'on appelait Pleasantville maintenant, qu'on appelle l'effet Sin City.
c'est de pouvoir isoler une couleur et la travailler, ou d'isoler une couleur et de travailler le reste. Donc, ici, si je dis que je veux travailler mon rouge, on voit le rouge de ma moto qui monte et qui descend, qui monte. Ou sinon, je peux, ici, avec mon sélecteur, je peux travailler dans la couleur ou à l'extérieur de la couleur. Je travaille à l'extérieur. Ici, on a ma moto. Qui roule. Bon, là, c'est un peu hard. Il y a plein de settings qu'on peut ajuster. Ça, c'est joujou. Bon, mettons que j'ai vraiment une job sérieuse à faire avec mon three-way color correction. Je trouve que mon sable il est un peu rouge. Bon, mon sable il est dans les gris, là, il tombe un peu vert. Comme ça, il n'est pas pire. Si, des fois, vous voulez travailler avec la color correction, oui, il travaille en noir, en gris, en blanc. Des fois, ce n'est pas évident quand il y a beaucoup de couleurs. Dans quelle section on va aller travailler? Vous pouvez baisser la saturation et avoir une bonne idée de dans quel des trois cercles aller travailler. Bon, aussi, j'aime ça. Je vais donner un petit peu plus de contraste. C'est le fun, puis je trouve que ça ne pète pas bien, mon affaire. Là, me semble ça commence à donner de quoi. Là. Fait que là, on voit que ici, j'ai mes scopes. On voit que mes rouges dépassent de beaucoup mes standards de diffusion. Alors, fini l'article et je tombe dans la job qui est moins le fun des normes et des limites que les formats nous imposent et que les diffuseurs aussi nous imposent. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Si j'aime ma moto comme ça, et rouge et le fun, j'aime le fond, mais bon, OK, le rouge, il est trop rouge, ça ne passera pas, je vais me faire pitcher ma cassette par la tête. Ce que je fais, là, je voudrais aller travailler le rouge, mais si je fais ça, dès que j'embarque dans mon Limit FX, ça travaille juste dedans ou juste à l'extérieur et ça bypass mes trois cercles. Donc, la colorisation que j'ai faite d'ôter mon rouge dans le sable, je le perdrai. Ce que je peux faire, c'est en rajouter un autre et lui dire avec encore ma pile, le rouge qui est là. Je peux juste aller baisser mon rouge. Si on voit bien, j'ai emmené le vector scope. J'ai accès juste à mes rouges. Le reste ne bouge pas du tout. Donc, pour aller corriger des problèmes, ça peut être le fun. Oui, si ça avait été mes verts, je peux faire la même chose avec mes arbres en arrière. Mais ils sont beaucoup moins problématiques que le rouge. Bon, c'est un outil qui est assez complet, mais qui n'a pas beaucoup de latitude au niveau des... si on veut faire des masques ou des trucs comme ça. Mais il y a moyen quand même, avec un peu de créativité, d'arriver à quelque chose de le fun. Si je prends, mettons, ici j'avais un bateau qui se promène sur une rivière. Bon, c'est un peu fade, là. C'est un... tourné en DV de loin. J'ai appliqué une petite couleur comme ça. Je dis, ah, c'est bleu, il me semble l'eau, elle ressort plus, mais il n'y a pas de soleil, tu sais, ça ne vit pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est prendre mon clip, le copier. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller colorer le ciel soit un petit peu plus jaune. Ici, je vais resetter mes boîtes. Un petit peu plus le fun, là. Mais là, mon eau, c'est sûr qu'elle en mange un coup, là, l'eau brune, c'est pas le fun. Donc, ce que je peux faire, à l'aide de Custom Gradient, c'est un générateur de Final Cut, je peux lui dire... Oh, franchement. Pas de problème. Je peux lui dire, à mon clip, je peux l'utiliser pour compositer mes deux images. Donc, je viens dire à mon image d'en haut, d'après la luminance de mon gradient qui est en haut, fais
un effet de transparence avec l'image qui est en dessous. Donc ici, je viens prendre mon composite Travel Matte Luma. Et là, je vais pouvoir y donner quelque chose d'un peu plus intéressant. Oui. Ça marche-tu, là? Je suis encore là? Bon. Donc, Composite Mode, ici. En fait, on prend toujours l'image qui est au-dessus de notre gradient. Bien, on peut utiliser n'importe quoi, là. Mais là, j'ai pris un gradient. Composite Mode Luma. Donc, il va prendre le noir qui est en dessous et va être complètement transparent sur le noir, et sur le blanc, il va être opaque. Donc, on voit que j'ai un petit peu de latitude, je peux aller peut-être isoler des zones. Comme là, j'ai pris un gradient, j'aurais pu vraiment prendre une forme. Dans ce sens-là, je vais vous montrer quelque chose que... Wow, j'ai complètement perdu mon render que j'ai fait tantôt. Ah, c'est peu agréable. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran à côté. Est-ce qu'on le voit bien? Bon. C'est une job que j'ai eu à faire. C'est une pub pour Cascade. Vous voyez ici, j'ai 4 layers parce que c'était les couleurs qu'on a décidé qu'on voulait avec le réalisateur et le DOP, mais l'image qu'on avait au début, c'est ça. Fait on était loin de notre profit. Et donc, il voulait des jaunes, des noirs, quelque chose de très contrasté, des verts, mais il trouvait que quand même Caroline, elle avait une belle peau. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a coloré les noirs, le bas, les ombres. On a coloré le haut pour donner pour la lumière. On l'a composité avec un gradient. Et on est allé isoler Caroline. Tout ça avec les outils dans Final Cut Pro. Il y a des jobs qui ont été plus durs que d'autres, comme ici. Il y avait un mauvais éclairage de fait sur ses bras, donc il a fallu découper les bras puis la tête. Bon, fait que ça, c'est la partie colorisation où on peut s'amuser, dans laquelle on peut corriger des problèmes aussi, comme là, on avait un gros, là, parce que ça ne matchait pas bien. Aussi, il y a toute la partie, ça qui est moins le fun, de rentrer dans les normes et spécifications. Il y a plusieurs outils dans Final Cut qui nous permettent de le faire. Un des bons outils, c'est les scopes. Si je les montre toutes, on va se concentrer surtout sur le waveform puis le vector scope. Ce que ça vous permet de faire, c'est de voir vos niveaux de luminance et vos niveaux de chrominance, de couleur, de saturation. Les spécifications, d'habitude, des diffuseurs, c'est les noirs à 0 et les blancs à 100. Il ne faut pas que ça dépasse, même dépendamment dans le format dans lequel vous livrez, si tu es en numérique et tout, ça va être à 7.5 ou à 0 pour les noirs. Puis la saturation, ça varie, mais d'habitude, il ne faut pas que ça dépasse le 90. Donc, avec ça, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de voir notre colorisation, la couleur et la luminance de nos images en temps réel. C'est bon parce qu'avant la version 5.1, il fallait arrêter l'image pour avoir une lecture sur mon vector scope. On a les vector scopes, on a le waveform. Comment s'en servir? Bon, oui, c'est sûr, il y a rentrer dans les normes. Aussi, surtout beaucoup avec les formats analogiques comme les Betacam SP, c'est avec cet outil-là qu'on sert des barres qu'on a au début. Vous voyez, c'est pas pour rien que dans notre waveform, si je l'agrandis, on a des petites lignes mauves. C'est parce que quand on a nos barres, il prend les lectures et c'est supposé arriver dessus. C'est une des seules manières de savoir si ce que vous regardez
c'est la même chose que la personne qui l'a fait voyait. Donc, si vous arrivez avec des barres qui sur VectorScope ressemblent à ça, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En prenant le Color Corrector three-way, puis en allant placer les barres aux bonnes places, vous savez que quand la personne a calibré son deck, son moniteur, ce qu'il voyait, c'était vraiment, c'est ce que vous voyez aussi, si votre moniteur à vous aussi est calibré. Même chose pour le VectorScope. Il y a des petites maisons partout, avec R, Y, G, C. Ce sont les noms des couleurs qui est yellow, green, cyan, red. C'est là aussi que je vois que dans mon VectorScope, qui représente la saturation de mon image, que je vois que ici mon rouge, parce que c'est assez facile à voir, toutes mes pixels dans mon R dépassent le 100. Alors, c'est à ce moment-là que je peux effectivement lui dire d'y calmer le rouge. Et pour le waveform, qu'on voit que ici, c'est mon 100, c'est vraiment ma limite, que je peux venir dans l'autre et dire, ben là, baisse les blancs. T'es trop blanc, puis on va avoir des problèmes comme René a dit tantôt. Ça va leaker dans l'audio, ça va clipper, on va avoir, en tout cas, on n'oriente pas des images qu'on aime. Aussi, une autre manière, disons que moi, j'aime bien mon image comme ça, que je trouve que ça lui donne une belle lumière dedans, puis que si je baisse mes blancs, ben je trouve ça un peu moins le fun. Fait que, généralement, j'aime ça, mais j'aimerais juste couper ce qui est trop blanc. Premièrement, je voudrais aller voir qu'est-ce qui est trop blanc. Donc, dans View, on a un outil qui s'appelle Range Check. Et je peux aller voir mon Excess Luma. Et là, il me donne des petites lignes rouges, comme un zebra sur une caméra, qui me dit « Ah, regarde, c'est là que tu dépasses dans ta luminance. » Donc, moi, je peux aller corriger. Je dis « Ah, bon, ben, ma lumière qui est ici, je ne veux pas l'affecter. Puis, je voudrais juste changer ça. » Je peux faire la même affaire avec mon Excess Chroma. Bon, là, je l'ai baissé. Je peux ramener mon rouge où il était. Puis là, on voit qu'on ne voit pas très bien. On voit, bien là, parce que sa ligne rouge sur du rouge, donc on le voit moins bien, mais mon rouge dépasse. Donc, si je le baisse, ça va mieux. Ce que je peux faire aussi, si j'aime bien la lumière, je ne veux pas tout affecter mes blancs, je veux juste couper ce qui est en haut. On a ce qu'on appelle un filtre Broadcast Safe, qui est dans Color Correction, Broadcast Safe. Est-ce qu'on voit mieux? Quand même, on a une bonne idée. Je jure qu'il est là. Le Broadcast Safe, ce qu'il va faire, si je viens dans mes filtres, j'ai plus beaucoup de place là-dedans, c'est qu'il va prendre tout ce qui est en haut d'un certain point et il va me les baisser. Il va prendre tout ce qui est en haut d'un point plus haut et il va me les couper. C'est à utiliser avec parcimonie, je dirais, parce que ça peut avoir des résultats assez désastreux. Mais généralement, il y a moyen de faire une bonne job quand on le comprend. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ici, il dit, dans ma luminance, tout ce qui est en haut de 105, je vais le couper. Et je comprends que mon max, c'est 100. Et je commence à couper à 95. Donc, il va tout prendre ce qui est en haut de 95 et il va le ramener en bas de 100. Mais sans le couper, juste en faisant une interpolation, le scalant en bas. C'est la même chose qu'il va faire pour ma couleur.